Bonjour tout le monde. Donc c'est King Wizu pour le forum Gohan. Je devais mettre en ligne une vidéo de commentaires de la partie, enfin des deux parties d'hier soir en direct sur KGS, sauf que je me suis rendu compte quand j'ai fini la vidéo que j'avais fait des petites bêtises sur les réglages du son et du coup il n'y avait pas le son avec la vidéo, donc du coup ça avait plus vraiment d'intérêt. Donc je vais refaire une petite vidéo là sur les commentaires des deux parties d'hier. Juste avant, je voulais refaire un zoom sur le sujet du forum qui a mené à cette idée là de faire des commentaires de parties. Donc c'était une idée lancée par Thomas de se retrouver à plusieurs joueurs de KGS et de jouer des parties ensemble, de manière à progresser ensemble. Et donc chacun ici vient mettre ses disponibilités de la semaine et puis les joueurs essayent de se retrouver pour jouer ensemble des parties que je commente le jeudi soir vers 21h. Pour l'instant c'est prévu comme ça. Donc voilà pour la petite introduction et puis on va passer rapidement aux parties en question. Donc il y a deux parties, il y a une partie de Manu 22 contre Thomas et une partie de Manu 22 contre Saxercist. Et j'essaierai aussi peut-être de commenter une petite partie pédagogique où on a échangé quelques coups de Fuseki avec Saxercist. Alors je vais pas faire aussi long que pendant le commentaire d'hier qui a duré quand même de 21h à 23h. Là je vais juste me concentrer, parce que c'est seulement un rappel de ce qu'on s'est dit hier, je vais juste me concentrer sur les points principaux. Allez, c'est parti. Donc il n'y a rien à dire de particulier sur le début de partie. Ici, la première remarque que j'ai dû faire, c'est Blanc est venu jouer un coup au sud, qui est certes un coup sur le bord qui rapporte un peu de points, mais au Fuseki, on aime bien aussi essayer de déstabiliser l'adversaire pour en profiter. Donc en l'occurrence, la pierre de noir qui vient d'être jouée a deux directions de jeu principales pour se former une base, soit vers A, soit vers B. La bonne idée ici pour Blanc, c'est de choisir le côté qui l'intéresse le plus et de pousser l'adversaire vers l'autre côté. Donc quand, dans la partie, Blanc a joué ici, Noir a réussi à se stabiliser en choisissant d'aller vers le coin, ce qui menace de réduire bien sûr le coin de Blanc. Donc Blanc défend, Noir aussi. Et quand Blanc joue ici, Noir pourrait avoir l'option de jouer ailleurs sur le Goban. Il n'est pas en énorme danger, vu qu'il est un petit peu sorti avec la pierre en D6. La différence, c'est que si Blanc décide de venir jouer ici, par exemple, on va retrouver un petit peu la même forme que dans la partie, mais maintenant c'est à Blanc de jouer. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire de venir jouer sur le bord sud maintenant que le groupe du coin a quand même été pas mal renforcé? Le Blanc a mieux garanti ses points ici dans le coin et en même temps a complètement stabilisé son groupe ici. C'est-à-dire que même si Noir vient jouer en San-San, ou si Noir descend, ou Noir vient faire quelque chose de ce côté-là, Blanc il a déjà une extension là qui lui donne une bonne base de vie. Donc il n'y a plus d'urgence à jouer autour de ces groupes-là. Et maintenant, Blanc pourrait essayer de venir envahir la position noire qui est assez intéressante au niveau potentiel au nord. Donc comme ça, Blanc dirigerait un petit peu les débats dans le Fuseki. Donc voilà pour la première chose. Ensuite, on va voir un petit peu les invasions qui sont possibles autour du coin nord-est et de la position noire au nord. Juste avant, la petite remarque, c'est que l'échange qui vient d'être joué ici a permis à Noir de se renforcer. Maintenant, les trois pierres noires ici sont plus solides qu'avant. Blanc aura plus de mal à venir envahir au milieu. Et le fait que ce groupe soit plus solide qu'avant, ça complique un petit peu la vie de Blanc quand il va venir envahir quelque part au nord. Nord plutôt vers l'est. Donc sans cet échange, Blanc, à tout moment, il pourrait venir envahir ici. Le fait d'avoir joué l'échange ici fait que cette invasion, elle est
beaucoup moins probable pour blanc, ça risque d'être beaucoup plus simple à gérer pour noir. Alors, au niveau des invasions, blanc a joué ici. Donc ce que j'ai expliqué, c'est qu'on ne joue jamais une invasion, même pas une invasion, on ne joue jamais un coup en Kozumi, qui approche en Kozumi, une pierre noire qui est en 4e ligne. On ne joue jamais par en dessous. Donc on ne joue jamais en 3e ligne un coup en Kozumi sous une pierre noire en 4e ligne. Le problème est que quand noir va défendre ici le bord avec un nodi bien solide, que blanc va vouloir sortir, noir va faire année à la tête de 2 pierres. Blanc, s'il essaye de jouer année, noir va pouvoir répondre par un double année et bien enfermer le groupe blanc. C'est exactement la même chose si blanc avait envahi ici. Ce serait aussi mauvais puisque la même séquence va pouvoir avoir lieu. Et blanc va se retrouver un peu écrasé. Excusez-moi. Donc ça, c'est ce qui a été joué dans la partie. Noir a reculé, mais ça aurait été beaucoup plus offensif de jouer ici et ça aurait posé plus de problèmes à blanc. Donc, ce coup n'étant pas une option, on a vu 3 catégories de coups. On a vu l'invasion en san-san, qui veut dire blanc veut le coin. On a vu l'approche par l'extérieur vers B, qui veut dire blanc préfère le bord. Et on a vu 2 coups en C et en D. Alors je suis toujours pas persuadé, j'ai pas regardé entre temps de l'intérêt de C, mais je pense que ça doit être jouable. Et donc 2 coups C et D qui, eux, sont des coups médians qui donnent un peu la possibilité à blanc soit de choisir de jouer ensuite pour le bord ou pour le coin. Et pareil, ça va laisser l'option à noir de décider s'il préfère défendre le coin ou défendre le bord. Je vais juste reposer vite fait les séquences. Donc le Joseki de l'invasion en san-san, où comme noir a une pierre en R13, il va clairement pouvoir jouer le double année. Donc on retrouve cette forme où blanc va être enfermé de double année, d'abord le année à tête de 2 pierres, puis le double année, qui en plus est défendu par la pierre noire ici. Donc blanc va jouer l'Atari pour créer des problèmes chez noir, venir jouer de l'autre côté pour menacer les 2 pierres. Noir va bloquer, ensuite noir va devoir défendre, blanc va défendre, et noir va capturer la petite pierre là pour pas qu'elle crée de problème par la suite. Alors, ici on a juste vu que si blanc, alors je vais peut-être changer un peu, si noir vient jouer un coup de réduction sur le groupe blanc, que blanc répond ici, que noir joue la même chose de l'autre côté, que blanc répond ici, ici blanc il a une forme en 6 qui est une forme morte. Je vous laisserai chercher comment. Donc quand noir va jouer un des 2 années, blanc va préférer répondre ici, il me semble, de manière à avoir un œil potentiel avec S19. Et si noir vient jouer S19, il ne pourra pas empêcher blanc d'avoir 2 yeux. Donc ça c'est un petit Tsumego qu'il faut connaître après ce Joseki. Donc voilà, tac tac. Donc ça c'était l'invasion en san-san. Ensuite l'invasion à l'extérieur va mener à un kick, un coup de noir, un Kozumitsuke, je crois qu'on dit en japonais. Donc comme ça, noir va en fait essayer de défendre ses points sur le coin. Blanc va monter. Et là, comme noir a déjà une extension ici, peut-être qu'il va bloquer aussi de l'autre côté, forcer blanc à sortir. Et cette situation où blanc a un groupe sans base, il va falloir qu'il fasse très attention parce que ça va peut-être mener, s'il y a des pierres noires qui se rajoutent ici entre les 2 groupes, à un affaiblissement du groupe blanc du bord est. Pas immédiat, mais on ne sait jamais ce qui va se passer avec un groupe qui fuit, quoi. Donc, voilà ce qui se passe dans ce cas-là, à peu près, il peut y avoir des petites variations. Et je vais juste montrer le coup en D, où noir va pouvoir choisir un côté ou l'autre. Donc si noir décide de défendre le coin, blanc va sortir par exemple comme ça, ou si noir est un petit peu plus offensif,
blanc va pouvoir sortir soit comme ça, soit comme ça. Donc là, on comprend que comme noir a défendu dans le coin, blanc prend le bord. Inversement, si noir vient jouer le hané de l'autre côté pour garder le bord, on va avoir par exemple une séquence simple comme ceci, où noir va complètement défendre son bord nord, et puis blanc va récupérer les points dans le coin. Alors, les petites différences qu'il y a entre les trois positions, quand blanc joue ici, en fait, quand il veut choisir entre ces différents coups, blanc il doit regarder ce qu'il y a autour. Noir, il a une pierre en K16, il vient d'être renforcé ici avec les deux pierres noires, donc les invasions en San-San, si on va jusqu'à la fin de la séquence, qui était ici, le San-San, blanc récupère le coin, mais il laisse donc une influence à noir qui est très très bien soutenue par K16 et aussi par les deux pierres noires ici, puisque si plus tard noir vient par exemple monter en togi de ce côté-là, il va augmenter encore le potentiel de son moyo qu'il a créé au nord. Donc ici, avec la pierre en K16, blanc, il ne va pas forcément vouloir venir là. On va imaginer, par exemple, si les deux pierres-là étaient vraiment très faibles, le fait de venir ici et de se retrouver avec un groupe qui fuit, et donc noir qui aura la possibilité de jouer entre les deux groupes, menacerait les deux côtés, et donc cette option pour blanc serait aussi à proscrire, parce qu'il ne pourra pas défendre facilement les deux côtés à la fois. Et quand blanc joue au milieu, en fait, ça va être un espèce de compromis. Suivant ce que noir décide, eh ben, noir va avoir un coin un petit peu plus petit que dans la situation où blanc venait jouer ici. Là où noir a un coin qui est un peu plus gros. Et si noir joue à l'extérieur, eh ben, blanc il va avoir un coin un petit peu plus gros et noir un bord un petit peu plus petit que dans la situation qu'on a vue ici, où blanc est encore plus petit et noir est encore plus gros. Donc jouer au milieu, c'est une option pour réduire un petit peu plus le côté qui intéresse blanc, sans prendre le risque de se retrouver avec un groupe sans base, ou sans donner une influence trop importante à l'adversaire. Donc là, je me suis un petit peu étendu là-dessus, parce que c'était une question de Manu qui m'avait posé avant la partie, enfin avant le commentaire, pardon. Et on va continuer d'avancer. Alors, tac. Donc là, je rappelle juste que la forme de blanche, elle n'est pas excessivement bonne, puisque noir, à tout moment, si blanc joue ailleurs, peut venir enlever complètement les deux yeux de blanc. Donc le gros blanc, actuellement, il est faible. Ce qui est très important, c'est que le gros blanc étant faible, blanc, il doit le défendre. Et pour le défendre, comme il n'a pas de place pour vivre sur le bord, il doit sortir son groupe vers le centre pour trouver un peu d'air. Dans la partie blanc, il vient envahir et isoler une nouvelle pierre. Avec ce groupe qui est faible, c'est pas une solution viable, puisque les deux groupes vont pouvoir être attaqués en même temps quand noir pourra jouer au milieu. Donc c'est un petit peu ce qui se passe par la suite. Bon là on passe le fait que blanc fait une erreur et un échange qui ne lui apporte rien puisque sa pierre va mourir, et en plus qui donne un accès plus clair à noir vers le coin. Donc cet échange à proscrire, la pierre est perdue, blanc sort, et quand noir vient sortir entre les deux, il menace en même temps le groupe O16 et le groupe H16. Donc là, blanc, il a vraiment abusé en venant envahir ici, il n'avait pas le temps, il fallait qu'il sorte bien avant. Maintenant, s'il sort ici, noir va pouvoir sortir de l'autre côté et attaquer ce groupe-là. Et on n'en finit plus. Noir, quand il sort au milieu, il réattaque les deux groupes. Blanc en sort un, noir attaque l'autre. Et blanc passe la moitié de la partie à courir. Donc blanc essaye avant de sortir de jouer des coups sur le bord. Donc là, on a vu rapidement que noir aurait tout intérêt à enfermer blanc pour que blanc essaye de vivre. Ça menait certainement à un ko.
pour que blanc forme deux yeux, parce que comme ça, blanc n'aurait pas deux yeux. Hein. Ça, c'est un faux œil. Ça, c'est aussi un faux œil. Et surtout, noir n'a pas peur de ça, puisqu'il suffisait de jouer comme ça pour tuer les deux pierres blanches. Et pour finir, si blanc essayait de jouer ici, que noir défendait, de toute manière, blanc ne peut pas former deux yeux dans le coin. C'est un faux œil, enfin un deuxième œil dans le coin. C'est un faux œil, c'est un faux œil. Donc il ne reste plus que ici, et ici, il n'y a pas la place pour former deux yeux non plus. Bref, dans la partie, ça avance comme ça, et finalement, blanc sort. Ici, il valait mieux connecter en bambou, en nœud de bambou, puisque ce coup à l'extérieur donne plus d'options à blanc que le coup en retrait qu'il a joué ici. J'expliquais aussi que ce genre de coup, parfois, on peut l'envisager, parce qu'il enlève une liberté à la pierre noire qui est à côté. Donc si noir était faible, ce coup pourrait créer des faiblesses supplémentaires chez noir. Mais ici, noir, il est parfaitement fort, donc ce coup n'a pas vraiment de sens à ce moment de la partie. Donc noir sort, c'est par les deux groupes. Blanc essaye quelque chose, ça marche pas vraiment, il n'y a pas de drame, mais ce qui devait arriver arriva. Blanc doit sortir un groupe et noir peut menacer l'autre côté. Donc blanc fait ce qu'il peut pour vivre. Ici, alors qu'il est faible, il cumule un petit peu les problèmes, puisque quand il joue ce coup, c'est pas une bonne forme, hein, c'est pas vraiment une gueule de tigre. Pour avoir une gueule de tigre, il faudrait qu'il y ait une pierre noire quelque part, et surtout, il ne faudrait pas qu'il y ait cette pierre en S11 qui tout de suite menace la coupe. Donc noir menaçant la coupe, blanc, au prochain coup, doit défendre. Donc ça n'a pas été très utile de faire cet échange-là. Blanc perd la main pour défendre la pierre qu'il a jouée. Mais blanc continue, espérant créer des problèmes chez noir, sauf que ça ne marchait pas. Il continue d'essayer de créer des problèmes, et comme noir défend, finalement blanc se dit, bon, c'est peut-être le moment de sortir mon groupe. Donc ici, ce qu'il faut voir, c'est que le groupe blanc, il n'a même pas un œil. Si noir joue ici, il empêche cet œil, et ensuite il joue là, il n'y a pas d'œil pour blanc. Donc ce groupe est faible, le groupe du nord n'a toujours qu'un seul œil, donc très intelligemment, noir vient jouer entre les deux. Donc avec ce coup de Thomas, là c'était pareil, parfait, pardon. Je crois que c'est Thomas, hein, la première partie. Il faut juste que je vérifie que je me trompe pas de personne. Ouais. Hop. Donc avec le coup là, noir sépare parfaitement les deux groupes et attaque les deux côtés à la fois. Donc là, il y a urgence pour blanc, hein. Faut soit défendre ici, mais ça semble pas le plus urgent parce que ce groupe a encore un petit peu de chance de s'en sortir. Par contre, celui-ci, on voit qu'il est derrière la ligne formée par les deux pierres noires, et donc il est prêt d'être enfermé quand noir ajoutera un coup entre les deux, par exemple en O5. Donc ici, blanc sûr de lui se dit « Oh, c'est bon, j'ai le temps, je vais jouer un coup pour marquer des points, et puis je vais délaisser mon groupe faible, voire mes deux groupes faibles. » Sauf que noir, il a bien compris l'idée, et maintenant, il isole le groupe est de blanc, et blanc aura beau essayer ce qu'il veut, là, à ce moment-là de la partie, il est enfermé, il n'a pas deux yeux, il n'a même pas un œil pour l'instant, donc son groupe risque très fortement de mourir. Donc forcément, à ce moment-là, blanc, il n'avait qu'une option, c'était de sortir son groupe. Essayer de se raccorder à ça, quitte à perdre quelques points, au moins, le groupe qui vaut, je ne sais pas combien il y a de pierres, là, une bonne dizaine, ce groupe serait sauvé, et c'était la priorité de blanc. Perdre 10 pierres, hein, c'est perdre au moins 20 points, plus toute l'influence qui va autour, donc c'est facile, 30 points de perdu dans la partie. Donc blanc a préféré prendre 4 ou 6 petits points en plus ici, plutôt que d'assurer ces 30 points qu'il aurait dû perdre un peu plus tard. Sauf que hop, il s'est passé que quelques coups plus tard, ici, quand blanc descend, noir a oublié de se poser la question, ou alors il se l'est posé mais il a mal analysé la situation, entre A et B, lequel des deux groupes est le plus en danger, lequel
noir, doit défendre en priorité. Donc le groupe B, moi je trouve que par là, il est loin d'être enfermé. En plus, quand il sortira, il menacera le groupe blanc du nord, donc il ne devrait pas avoir de problème pour s'en sortir. Par contre, le groupe A, il n'a pas... on ne sait pas trop en fait si il va vivre ou pas. Pour savoir, il faudrait lire un petit peu toutes les séquences et tout ce qui tourne autour de ce Tsunego. Et je ne l'ai pas fait, mais s'il faut choisir un coup, moi je choisirais de bloquer ici, puisqu'ensuite, quand blanc réduit de ce côté-là, noir il a une forme en 8, et la forme en 8, contrairement à la forme en 6, la forme en 8 elle est vivante quoi qu'il arrive. C'est un peu comme sur les bords, je ne sais pas si vous connaissez les Tsumego, sur le bord, 6 pierres c'est mort, 7 pierres c'est le premier qui joue, qui tue, et 8 pierres c'est vivant. Là, dans le coin, c'est exactement la même chose, sauf que c'est parfois un peu plus compliqué. Par exemple, ici, 8 pierres, 8 espaces de vide, ça peut donner au pire pour noir un Seki. Mais noir ne doit pas mourir. Donc si noir avait défendu ici, il aurait assuré le coup pour son groupe du coin. Sauf qu'il ne l'a pas fait, il a bloqué de ce côté-là, alors qu'on est bien d'accord, de toute manière, blanc ne peut pas sortir de ce côté-là. Quoi qu'il fasse, noir a le temps. Et donc, en bloquant de l'autre côté, blanc est venu dans le coin et a créé des problèmes. Noir n'a pas ses deux yeux, ici il n'a qu'un œil possible. Et donc, il va perdre le Semeai. Alors ça, il aurait fallu compter et tout dans la partie pour le voir, mais je crois que pour une ou deux libertés près, c'est noir qui meurt avant blanc. Le blanc n'ayant qu'un œil, pour pouvoir vivre, bien sûr, il faut qu'il tue ce groupe-là. Donc noir abandonne son groupe et sort pour menacer le gros groupe du nord de blanc. Alors, dans la partie, je comprends, blanc n'était pas sûr du Semeai, donc il a décidé de tuer clairement le groupe noir. Le problème, c'est que là, il se fait complètement enfermer. Et au coup suivant, blanc joue ailleurs. Donc, pour moi, là, si je suis noir, je rajoute un coup. Je ne sais pas lequel, par exemple ici, de manière à être sûr d'avoir enfermé ce groupe. Parce que s'il est enfermé, il n'a pas deux yeux, donc il est mort. Et si ce groupe meurt, on voit que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, une vingtaine de pierres, donc au moins 40 points, plus ce qui se passe ici, plus une influence super solide de noir, quoi. Donc au moins 40 points. Quand on voit ce que noir a perdu ici, c'est quoi ça? Ça fait 8 pierres. Ça, 8 pierres, 16 points. Contre 40 points, c'est à peu près, c'est pas exactement ça, mais c'est 2 fois plus gros. Donc on peut se dire que rien qu'en jouant ça et en tuant définitivement le groupe nord de blanc, noir a gagné la partie. Donc noir, bon, il a raison, parce que pourquoi... Enfin, il a raison. C'est plus joueur, c'est plus sympa. Moi, j'ai du mal à dire, je vais simplement tuer comme ça. Je vais essayer de tuer aussi ça, parce que ça aussi, ça m'a l'air faible. Et si je peux tuer les deux, c'est encore plus gratifiant pour moi, quoi. Donc noir continue de faire ça, d'attaquer. Et finalement, blanc se retrouve en grosse difficulté. Il a ce groupe qui est complètement enfermé à faire vivre, ce groupe qui est complètement enfermé à faire vivre. Et c'est la catastrophe. Et à la fin, ça termine par un abandon de blanc. Donc voilà pour la première partie. Et puis on va passer à la